Bonjour les pas véganes et les véganes. C'est pas comme ça que vous faites vos purées? Coiffé à coup de pelle. Ah ouais, avec une pelle! J'avais pas encore essayé! Aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs, les permaculteurs ont un vrai travail d'éducation à effectuer auprès de leurs concitoyens. Moi, pas vegan, je soutiendrai toujours des mecs comme Ma Ferme Autonome, car même si je n'ai pas adopté leur mode de vie, plus écologique, au moins quand je l'écoute, je ne me sens pas attaqué, et j'ai vraiment l'impression qu'ils partagent tout ça par passion et pas par ego. Et si vraiment vous vous posez la question du véganisme comme solution la plus viable pour la planète et les animaux, supprimez l'élevage et les chiens d'aveugle au passage, alors dévorez-moi cette vidéo, parce qu'elle représente un argument solide contre. Ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne dès le début ont remarqué que j'aime bien traiter des thèmes de façon approfondie pour aller jusque dans les détails en faisant des séries de vidéos sur le même sujet. Et c'est ce que j'ai fait pour l'eau, un thème sur lequel j'ai fait 8 vidéos, ou pour le beurre, un thème sur lequel j'ai fait 5 vidéos. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, ma nouvelle mode du moment, c'est de parler de l'évolution que va subir l'agriculture dans les 25 ans à venir, qui vont être, comme vous l'avez compris, 25 années décisives. L'évolution des modèles de production agricole sur les 25 ans à venir touche du doigt des problématiques véganes, puisque, comme on l'a vu dans l'entretien avec le ministre de l'Agriculture, on a actuellement 2 modèles productifs différents qui coexistent en France. Il y a d'un côté le modèle dominant d'agriculture industrielle qui sépare les plantes et les animaux. C'est ce que font en gros la majorité des agriculteurs français qui soit produisent des plantes, soit font de l'élevage d'animaux, en séparant à chaque fois les deux. Et puis à côté de ce modèle, il existe différents modèles de polyculture combinés à l'élevage, c'est-à-dire des modèles dans lesquels on ne sépare pas les plantes et les animaux, on fait les deux en même temps. Bref, j'aime bien traiter des thèmes de façon assez poussée comme ça, et je l'ai fait aussi sur le véganisme, puisque ça fait 3 ou 4 vidéos là que j'ai fait sur le sujet. Mais c'est fini, et je ne parlerai plus de véganisme sur cette chaîne. Ah bah non, moi je trouvais ça bien que tu parles de véganisme. D'ailleurs, petite anecdote, sur cette table, il n'y a rien de vegan. Les pommes de terre sont carnivores, car elles se nourrissent d'insectes, qu'elles tuent d'une mort lente et douloureuse. On parle de milliards d'insectes qui meurent juste pour notre plaisir gustatif. Et entre nous, j'ai plus de plaisir à manger un steak. Cette vidéo est ma dernière sur le véganisme parce que je pense que j'ai fait le tour du sujet et que je peux en faire une synthèse. À ce stade, je n'apprendrai rien de plus de révolutionnaire sur le sujet. Et puis surtout, cela commence à faire un bout de temps que j'échange avec eux, avec les véganes, et aucun végane n'est parvenu à réfuter l'argument que je vais énoncer dans cette vidéo. Attends, tu es en train de dire qu'il y a des arguments contre le véganisme? Je le formalise donc dans une vidéo, et si un jour un végane arrive à le réfuter, alors je me repencherai sur la question. Mais franchement, je doute que ça puisse arriver, parce qu'en 9 mois, il a été soumis à des centaines de véganes, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans le monde réel. Et aucun d'entre eux n'a eu quoi que ce soit à y répondre. Ni sur les réseaux sociaux, ni dans le monde réel. Et pourtant, des véganes, j'ai discuté avec un paquet d'entre eux. Je suis désolée, c'est un peu décousu. En fait, notre devise, c'est que les animaux ne nous appartiennent pas et qu'on n'a pas à les utiliser, que ce soit pour nous habiller, pour manger, pour nous divertir ou pour nos expérimentations, nos expériences scientifiques. J'en ai parlé avec PETA, avec L214 et avec des membres de dizaines d'autres associations véganes. Alors c'est marrant en fait, parce qu'une fois qu'on est dedans, on se rend compte que c'est un tout petit monde, ils se connaissent tous entre eux, et ils se rencontrent et ils échangent régulièrement les uns avec les autres. Et même ici sur YouTube, Vegarou, Link the Sun ou plus récemment JMDO s'y sont cassés les dents sur cet argument moral. Vegarou m'a traité d'extrémiste de la cause animale. Link the Sun est resté littéralement bouche bée avant d'avouer qu'il n'était pas réellement capable de donner une réponse. Je donne pas de réponse, pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, moi j'en ai marre d'apporter des réponses, je fais que soulever des questions. Voilà. Et chacun a sa réponse. Quant à Antastasia, comme elle n'arrivait pas à contrer mon argument, elle a opté pour une solution plus radicale et elle a fini par carrément supprimer la totalité de mes commentaires sur sa chaîne. Mais j'avais envie de vous faire une petite réaction. Vous avez été quelques-uns à me parler, encore une fois, d'une des vidéos de la ferme autonome. Et celui-ci se rappelle fréquemment à ma mémoire en venant troller et spammer sur ma chaîne alors qu'il n'est clairement pas le bienvenu et que ces commentaires stupides, je n'en ai que faire. Donc si on fait un bilan, je pense que ça met les véganes vraiment mal à l'aise de parler de ça. Mais quel est cet argument secret que les véganes veulent nous cacher? Pour faire simple, c'est l'argument exactement inverse à celui énoncé par le youtubeur Moisy de la chaîne Analgénocide dans sa vidéo sur Nietzsche et la morale d'esclave.
Moisir reproche à JMDo de se soumettre à une morale et de la faire valoir comme un argument. Moi, ce que je reproche à JMDo, c'est au contraire de ne pas assez s'y soumettre et de ne pas être assez vertueux. Dit autrement, ce que je reproche aux véganes comme JMDo, et spécifiquement à ces gens-là, pas à l'ensemble des gens qui mangent pas de viande, mais spécifiquement à eux, ce que je leur reproche, c'est de tuer trop d'animaux. Alors qu'ils nous reprochent exactement la même chose. La méthode qu'ils préconisent, à savoir aller encore plus loin que l'agriculture industrielle dans la séparation entre les animaux et les plantes, eh bien c'est paradoxalement celle qui tue le plus d'animaux. Ce que les véganes eux-mêmes ne contestent pas d'ailleurs, comme on va le voir dans cette vidéo. Mais ils le justifient par un impératif moral et donc c'est sur leur immoralité que je fonde mes reproches. Dit autrement, ce que je reproche à une personne comme JMDo, c'est qu'il ne sauve pas assez d'animaux pour que je lui reconnaisse une vertu. Il fait trop peu, et en tout cas moins que la moyenne des pas véganes, je ne dis pas moins que chaque pas végane individuellement, mais moins que la moyenne des pas véganes, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est fort, mais il va falloir que tu développes, parce que tu sais bien que nous, les omnivores, on a du mal à comprendre, il nous faut du temps, et les véganes sont les meilleurs pour trouver des arguments. Ma ferme autonome, ma ferme bien ta gueule. Au niveau argumentaire, c'est déjà mal parti pour le publicitaire parisien, parce que s'il réfute mon argument en me disant que la morale ne peut pas être utilisée dans un débat, alors il donne raison à Moisy, qui donc lui donne tort. Et par ailleurs, pour dire les choses clairement, je suis parfaitement d'accord avec Moisy à ce sujet. La morale n'est pas un argument que l'on peut utiliser dans un débat. Mais d'un autre côté, si monsieur le publicitaire parisien parvient à réfuter l'argument de Moisy et à justifier que l'on puisse dire que tuer des animaux c'est mal, alors il me donnerait raison à moi, puisque mon argument à moi, c'est précisément que JM est immoral parce qu'il tue plus d'animaux que moi alors qu'il prétend les défendre. Attends, on peut partir sur des trucs plus concrets là, parce que j'ai pas pris ma B12 de ce matin et je suis un peu long à la détente. Pour être concret, mesurons tout ça en chiffres. Depuis le 19e siècle, nous sommes entrés dans un processus d'extinction massive et étendue des espèces animales et végétales qu'on appelle une extinction de masse. C'est la 6e depuis l'apparition de la vie sur Terre, la dernière en date étant celle qui correspond à l'extinction des dinosaures. Alors cette 6e extinction de masse, la plupart d'entre vous ne la voient pas car elle se passe dans la faune et la végétation sauvage. C'est-à-dire à des endroits où les gens qui vivent en ville ne sont pas et ne peuvent donc pas observer la diminution du nombre d'insectes ou d'oiseaux. Les plus anciens d'entre nous ont connu un temps où il fallait mettre ses essuie-glaces au bout d'un moment quand on avait un long trajet à faire en voiture, parce qu'il y avait plein d'insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise. C'est fini, aujourd'hui, on peut faire des centaines de kilomètres sans mettre un seul coup d'essuie-glace. La diminution du nombre d'insectes est tellement importante que même nos pare-brises s'en rendent compte. Mais attends, je viens de comprendre. Les véganes qui brisent les vitrines de boucheries, restaurants, fromageries, c'est en soutien à tous les insectes disparus qui ne meurent plus sur les pare-brises. Cette extinction de masse a commencé au 19e siècle et elle s'est accélérée de manière exponentielle à partir du milieu du 20e siècle. Pour l'instant, en fourchette basse, on estime qu'une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8 et une espèce d'amphibien sur 3 vont disparaître. Alors cette extinction de masse, elle a un paquet de raisons qui sont toutes des conséquences d'une seule et unique cause. Il n'y en a qu'une, il n'y a pas d'autre cause, il n'y en a qu'une, c'est l'augmentation de la population humaine. Mais parmi les conséquences de cette cause unique, il y en a une qui est une raison très précise qui est directement liée à la mort des animaux. Et cette raison, c'est l'agriculture industrielle. Essayons de mesurer cela d'un point de vue antispéciste, donc vous avez sur la gauche un sol vivant et sur la droite un sol mort. Le sol de gauche, c'est un sol en agroécologie, et le sol de droite, c'est un sol en agriculture industrielle. Vous savez, l'agriculture avec les engrais à base de phosphore, les insecticides, les labours, bref, toutes les merveilles de l'agriculture industrielle, eh bien ça donne ce que vous voyez à droite de votre écran. Un sol mort. Or, pour un antispéciste, il n'y a pas une espèce animale dont la vie est plus importante qu'une autre. Chaque vie est importante et unique. Et donc chacune des morts du sol mort a autant d'importance que celle de n'importe quel autre animal. Une vie, c'est une vie, un point, c'est tout. Que ce soit la vie d'un ver de terre ou la vie d'un cheval. Ça compte pour une vie. L'antispécisme, pour faire encore plus simple et concret, c'est quand 2 rats valent plus que la vie de ta mère. Et ton père. Alors mesurons. Combien y a-t-il de vie dans le sol vivant ? Combien y a-t-il d'animaux différents qui sont en vie dans ce sol vivant ? Et par extension, ça nous dit combien d'animaux sont morts pour qu'existe le sol mort. Puisque par définition, si le sol mort n'était pas mort, alors il contiendrait autant de vie que le sol vivant. Donc il suffit de compter les vivants pour estimer les morts. Allez-y, essayez de les compter. Oui, je sais, ça bouge vite, ça fait beaucoup, c'est difficile, c'est la vie.
Eh bien, ce que vous voyez, ce n'est qu'un tout petit carré de terre, un minuscule carré de terre. Si vous voulez mesurer le nombre de morts d'un champ de monoculture, c'est pas un carré de terre qu'il faut compter, c'est ça. Et ça à l'échelle de milliers de champs. Le calcul du nombre total est même pas possible à faire tellement il est élevé. On peut essayer, hein, on va essayer de le faire ensemble, mais vous allez voir que c'est impossible tellement les chiffres sont gros. La concentration moyenne en vers de terre en agroécologie, comme on le fait chez nous, c'est 2,5 tonnes de vers de terre à l'hectare. Et dans un champ comme celui-là, on passe à 50 kg à l'hectare. Le poids moyen d'un ver de terre, c'est 5 grammes. On a donc une moyenne de 200 vers de terre au kilo et donc un demi-million de vers de terre environ à l'hectare. Là, ce champ fait une quinzaine d'hectares, ce qui veut dire que 7 millions de vers de terre sont morts pour qu'il ressemble à ce champ de cadavres. Et là, on prend en compte juste un seul animal, le ver de terre, et on est déjà à 7 millions d'individus qui sont morts. Pour un seul animal et sur un seul champ. 7 millions de morts. Ajoutez à ça les milliers d'autres animaux que le ver de terre qui sont impactés et multipliez ça par le nombre de champs. C'est pour vous donner une ampleur de la taille incommensurable des chiffres dont on est en train de parler. Parce que ces vers de terre, ils sont supposés nourrir des oiseaux, qui meurent, bien sûr, quand on fait des champs de cadavres comme ça, et un tiers des oiseaux de France a disparu au cours des 15 dernières années. Et on estime aussi que 75% des insectes ont disparu. Et c'est un cercle vicieux de mort en série chez ces animaux sauvages, puisque toujours pour rester sur le simple exemple du ver de terre, eh bien, s'il y a moins de vers de terre, ça veut dire qu'il y a moins de proies pour les limaces et les autres prédateurs. Et donc les limaces vont se mettre à dévorer les cultures, et donc les paysans vont devoir appliquer des traitements des sols aux pesticides qui vont encore tuer d'autres insectes, et c'est une spirale de mort sans fin. Chaque mort d'un animal d'une espèce donnée entraîne la mort d'un autre animal d'une autre espèce, tout ça à partir de juste un ver de terre mort, ou en l'occurrence 7 millions si on parle à l'échelle de ce champ. Eh bien ces 7 millions de morts qui peuvent sembler pas grand-chose vont elles-mêmes entraîner des millions d'autres morts en cascade. Parce que s'il y a moins de limaces parce qu'il y a moins de vers de terre, eh bien il y aura aussi moins de hérissons, car les hérissons se nourrissent des limaces. Sans parler des fourmis, des acariens, des chenilles, bref, on parle d'une hécatombe là, une extermination totale. Et à la fin de ce processus d'extermination, ça donne ça, il reste plus rien. À l'issue d'une extermination totale, vous obtenez ce que vous voyez tout autour de moi. Il n'y a absolument plus rien de vivant ici. Attends, t'es en train de nous dire qu'il y a un concept de chaîne alimentaire dans la nature? Mais moi sur les groupes Facebook vegan, ils ont dit qu'il faut que tous les animaux en soient amis. Et du coup, comment on fait si les autres sont pas d'accord? En fait, comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur le lapin en Australie, les écosystèmes sont des organismes qui fonctionnent de façon cyclique, et donc si un animal meurt de façon massive, alors des centaines d'autres animaux vont se mettre à mourir. Et c'est ce qui est en train de se passer en 2018. Et la cause est connue, c'est la même que pour la disparition des abeilles et les différentes disparitions d'à peu près tout ce qui est en train de disparaître. Les unes après les autres, les études montrent un responsable aujourd'hui parfaitement identifié à tout ça. C'est l'agriculture intensive destinée à nourrir les populations urbaines. La 6e extinction de masse, je suis en train de marcher dessus, elle est là, sous mes pieds, je marche sur un sol sans vie. Tout autour de moi, il n'y a aucun animal, absolument aucun, la mort est tout autour. Alors elle est moins spectaculaire qu'un animal égorgé dans un abattoir, mais elle cause infiniment, mais alors infiniment plus de morts que tout ce qui se passe dans la totalité de tous les abattoirs de France et même de la totalité de tous les abattoirs de la planète. Le pouvoir des images et l'hypocrisie de ces gens qui se prétendent défenseurs de tous les êtres vivants, alors que pas du tout. Ils appliquent des règles strictes pour certaines espèces comme les vaches, les cochons, les poules, et se montrent totalement insensibles aux autres, allant jusqu'à appeler ça un mal nécessaire à la survie humaine qui aurait un impact sur le règne animal. Ah, ça se voit que tu les aimes les animaux. Les véganes parlent tout le temps en milliards d'animaux morts à l'échelle d'un pays ou du monde entier. Là, le milliard d'animaux morts, vous l'avez à l'échelle de cette vallée dans laquelle je me trouve. Sur les 3 ou 4 villages qui vont le long de l'autre côté, vous avez probablement environ 1 milliard d'animaux qui sont morts pour obtenir ça. C'est très certainement beaucoup plus, mais encore une fois, les chiffres sont tellement élevés que personne ne peut arriver à les calculer. Allez, pour être précis, on va dire plus d'1 milliard, parce que plus d'1 milliard, ça veut dire que c'est supérieur à 1 milliard, mais sans indiquer combien. Donc comme ça, je prends pas de risque.
Ces animaux qui meurent par milliards chaque jour tout autour de nous, ils sont plus petits que les vaches et ils n'ont pas des gros yeux mignons, donc c'est plus difficile d'éprouver de la compassion pour eux. Une terre vierge de toute pratique agricole contient 150 à 300 vers de terre au mètre carré, d'autant que c'est plus pernicieux parce que ces bestioles-là, elles disposent pas du capital sympathie des grands mammifères. Et c'est pour ça que les véganes n'en ont aucune. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les petits animaux qu'on ne voit pas ont un rôle qui est beaucoup plus important que celui des gros. Alors on voit que l'argile est produite en profondeur, l'humus est produit en surface, il y a une faune épigée qui aère le sol en surface et une faune endogée qui aère le sol en profondeur, mais comment argile et humus se rencontrent? Parce qu'il faut bien qu'ils se rencontrent pour former le sol. Et ils vont se rencontrer grâce à une troisième faune que vous connaissez généralement tous, qui sont les vers de terre. Dans les pays tropicaux, ce sont les termites qui font le même rôle. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grands lombriques, ce qu'on appelle la faune anécique. Ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers. Ils ne sont pas comme la faune épigée, la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries. Toutes les nuits, ils sortent. Ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir rentrer dedans s'il y a un prédateur. Et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile et ils passent leur temps parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turricule. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Et puisque les véganes parlent de souffrance, les petits animaux ils peuvent en subir des bien pires. Est-ce que j'ai besoin de filmer un à un les millions d'insectes qui ont agonisé ici avec les pesticides qui se répandent lentement dans leur système nerveux et qui les tuent d'une mort abominable? Donc qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre en 1950 à l'hectare à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vers de terre? Les vers de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les vers de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., eh bien l'argile n'est plus attachée, l'argile s'en va, les rivières se chargent de boue dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques, c'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille avec des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partie du club des 100 quintaux, ils roulaient des caisses. À l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux, donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux et les mêmes agriculteurs font plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. C'est pas la peine d'avoir une Ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, vaut mieux avoir une 2 chevaux. Les JMDO vous montrent des images d'abattoirs pour cacher cette vérité végane. Parce que si je suis venu ici, c'est pour vous montrer ça. Pour vous montrer ce champ-là précisément, parce que ce champ n'est pas un champ ordinaire. Ce champ de cadavres est un champ végane. Je suis en train de marcher dans un champ dont le propriétaire fait partie d'une coopérative qui nourrit une entreprise qui elle-même vend des plats préparés véganes. Le problème, c'est que l'agriculture intensive, celle qui permet de faire pousser l'alimentation des véganes, est foncièrement meurtrière. Ouais, mais du coup, il y a un... Je lis plus là. Il y a un paradoxe que tu soulèves. Si elle est meurtrière, c'est pas l'alimentation des véganes. L'alimentation des véganes est non meurtrière. Donc les véganes... Donc pour que les choses soient claires, je suis littéralement en train de marcher dans un champ végane, là, en ce moment. Un champ végane représentatif, ça ressemble à ça. C'est ça que je trouve passionnant autour de ce débat sur le véganisme. Certaines personnes ont décidé de centrer tous les problèmes autour des animaux, empêchant le débat public de se dérouler normalement, alors que pour un esprit sain, #B12, c'est facile de comprendre qu'il vaut mieux se nourrir de quelques œufs de poule ou de la viande locale que de manger des produits végétaux qui viennent de l'autre bout du monde, et desquels on n'a aucun regard sur la manière dont ça a été produit. Toutes les formes d'exploitation et de souffrance animale ne se retrouvent pas à la fin dans ton assiette. Les véganes prétendent ne pas savoir comment est produite leur nourriture ni combien d'animaux ils tuent. Je ne sais pas précisément combien d'animaux meurent indirectement par le fait que je sois végane, antispéciste et animaliste. Alors c'est pas grave, il se trouve que l'agriculture je connais un peu et je vais vous montrer, chers amis véganes. Voilà comment est produite votre nourriture. JM, je suis en train de te montrer comment est produite ta nourriture. Elle est pour toi celle-là, parce que tu fais totalement partie des gens qui s'érigent en défenseurs des animaux tout en les tuant. Elle a poussé sur ce champ de cadavres véganes destiné à devenir un plat cuisiné vegan mangé par des véganes.
Puisque, encore une fois, ce champ précisément fournit une entreprise qui fait des plats préparés véganes. Et la question qui est intéressante que tu soulèves, c'est est-ce qu'il vaut mieux manger de la viande de temps en temps ou de la nourriture qui ne contient absolument pas de viande, mais qui tue des centaines de milliers d'insectes? Finalement, qui est le plus irresponsable entre le vegan qui mange industriel et l'omni qui mange raisonnablement? Je donne pas de réponse. Pour moi, il y a pas de. Pour moi, moi j'en ai marre d'apporter des réponses. Je fais que soulever des questions. Voilà. Et chacun a sa réponse. Alors attention, je dis pas qu'il y a que les véganes qui se nourrissent là-dedans. En l'occurrence, l'entreprise dont je suis en train de parler, elle vend des plats préparés, pas véganes majoritairement, et elle a juste ajouté une gamme végane à sa ligne de plats préparés. Donc cette nourriture, enfin les omnivores urbains aussi mangent cette nourriture. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Les véganes et les pas véganes qui achètent leur nourriture mangent des aliments qui auront tué le même nombre d'animaux pour être produits. La différence sur le nombre d'animaux morts ne repose donc pas sur le fait d'être végane ou pas végane, il repose sur le fait de produire sa nourriture ou de l'acheter. Les véganes urbains, de même que les pas véganes urbains, mangent tous les deux la même chose, à savoir ce qui a poussé là où je suis en train de marcher. Voilà à quoi ressemble l'agriculture industrielle, avec ou sans viande, il n'y a aucune différence, ça ressemblera toujours à ça. Elle est pour toi celle-là, parce que tu fais totalement partie des gens qui s'érigent en défenseurs des animaux tout en les tuant. Ah mais moi j'aime les animaux! Il existe des alternatives à ces champs de mort, il existe un peu partout, tout autour de la planète, toutes sortes de techniques agricoles qui ne détruisent pas la vie comme ça. Là on est en Afrique. Dans la zone 4, vous allez avoir peut-être un bassin où vous allez pouvoir élever des canards et avoir des poules. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la relation que j'ai avec le continent africain, avec cette Afrique dont je suis issue, je pense que la permaculture est un moyen pour restabiliser l'être humain et le mettre à nouveau en harmonie et en accord avec l'environnement et l'espace dans lequel il vit. Là, on est dans le sud-est asiatique. Là, on est en Amérique du Sud. Et on n'a pas besoin d'aller au bout du monde, on a y compris en France des milliers de petites fermes qui utilisent des modes de production agricole qui préservent la vie. L'une des plus grandes erreurs du véganisme, vouloir retirer l'élevage de toute forme d'agriculture alors que c'est complémentaire. Ça tombe bien parce que j'ai autant besoin de mes légumes que de mon steak. Alors le gars qui a la ferme que vous êtes en train de voir sur ces images, faut trop que je vous fasse une vidéo sur lui. Il s'appelle PG et il élève des cochons rustiques dans sa forêt. Il est en train de mettre en place un système en permaculture et sa forêt produit l'essentiel de la nourriture de ses cochons. Enfin, du moins c'est l'objectif. On a un écosystème équilibré qui produit de la nourriture et génère de la vie. Chacun de ces modes de production est différent. Contrairement à l'agriculture qui nourrit les véganes, l'agroécologie, elle, n'est pas un modèle unique. Donc étudier l'agroécologie, c'est passer en revue des centaines de systèmes différents. Je vais vous en donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais de la famille qui vivait en Guyane et à qui je suis allé rendre visite. Et j'en ai profité pour aller visiter différents endroits en rapport avec l'autonomie parce que je commençais à apprendre des choses là-dessus. C'était le moment où je commençais à réfléchir à comment j'allais faire pour avoir de l'eau, avoir de la lumière, avoir du chauffage et toutes ces choses. Et puis surtout, je me posais la question de quel type de terrain j'allais acheter. Et donc je suis allé visiter cette maison autonome que vous voyez à l'écran. Les photos datent de 2010, elles ont 8 ans, mais je pense que ça n'a pas massivement changé depuis. Bon, j'étais pas youtubeur à l'époque, donc j'ai juste des photos pourries, j'ai pas de vidéo, mais ça vous donnera quand même une idée, et désolé pour la qualité pourrie des images. Alors la maison est dans le Marais, le seul moyen de s'y rendre c'est en pirogue. Pour leur autonomie en électricité, ils ont des panneaux solaires, ils ont une installation assez classique en fait. Mais ce qui va être particulièrement intéressant avec cette maison autonome, c'est pas la maison en elle-même, c'est son environnement. Elle se trouve au milieu d'un écosystème qui est utilisé dans un but agricole, mais qui est à l'opposé complet du champ de cadavres vegan qu'on a vu tout à l'heure. Parce que la vie y est de partout, tout autour et avec une abondance extraordinaire. Cet écosystème, c'est le marais de Caux, qui se trouve pas loin de la mer, à une quarantaine de kilomètres de Cayenne. Alors il se trouve que Moisy a parlé de ce marais dans sa vidéo sur le point culture, et il se trouve que JMDO a aussi consacré 5 ou 6 minutes à ce marais dans sa vidéo à lui. Donc puisque le marais de Caux semble être devenu un exemple de référence dans le débat sur le véganisme et que j'en ai un vague souvenir pour y avoir passé une après-midi il y a 8 ans, eh bien je vais faire comme JMDO et vous parler du marais de Caux. Sauf que moi j'ai peut-être un peu mieux compris que lui comment cet écosystème fonctionnait.
S'il n'en avait pas parlé, alors j'aurais pris un autre exemple, mais puisqu'il m'amène le sujet, eh bien, on va voir ensemble pourquoi les modèles agroécologiques comme celui mis en place dans ce marais produisent l'effet diamétralement inverse au champ de cadavres véganes de tout à l'heure. Et ce dont on va parler plus précisément, c'est de ces animaux que vous voyez à l'image et qui sont élevés dans ce marais. Tu as aujourd'hui le droit de manger ce buffle. Non, JM, c'est pas des buffles, c'est des zébus. Les zébus et les buffles, ça n'a rien à voir en fait. Le buffle appartient à la même famille de mammifères ruminants que le zébu, comme les vaches ou plein d'autres animaux, mais leurs noms ne sont pas interchangeables. Cet animal est un zébu. Qu'on s'en tape, mais royal de tes buffles dans un parc! Oui, j'ai remarqué que tu t'en foutais des zébus, sinon ça t'aurait pris 5 secondes pour googler ce qu'est un buffle et tu aurais vu que ça ressemble à ça. Tiens, regarde la forme du corps, celle des cornes, est-ce que tu vois que c'est pas le même animal? La vache, le buffle et le zébu sont 3 animaux différents. Et les animaux qui sont élevés dans ce marais, c'est pas des vaches, c'est pas des buffles, c'est des zébus. T'embête pas à lui expliquer ça, il doit connaître maximum 3 espèces d'oiseaux et la race du chien de sa tante. Ces zébus vivent dans le marais de Caux, qui est l'une des 6 réserves naturelles de Guyane. C'est un parc immense dans lequel les animaux vivent à l'état semi-sauvage, en totale liberté dans un écosystème stable, dont l'humain n'est qu'un prédateur non intrusif. Un prédateur n'enferme pas dans un parc ou ailleurs. Non, les animaux ne sont pas enfermés dans un parc ou ailleurs, ils sont enfermés nulle part. Ils vivent en totale liberté. JM, ça s'appelle un parc parce que c'est une appellation administrative, mais ce n'est pas un lieu clos. Il n'y a aucune clôture autour de ce parc, les animaux ne sont pas enfermés. Comment tu peux penser à un truc aussi absurde? Par exemple, tu crois que le parc du Mercantour, qui fait 685 km², l'État va aller poser une clôture tout autour pour enfermer une surface de 685 km²? En fait, je crois que sa vidéo de 3 heures, je vais aller la regarder parce que c'est peut-être juste un spectacle comique. On n'a pas de second degré, les pas véganes. Et donc, ferme Ta gueule, sale Schtroumpfé. Les parcs français ne sont pas clos. Que ce soit dans le parc du Mercantour, dans celui de la Vanoise, dans celui des Écrins ou bien, puisqu'on en parle, dans le marais de Caux, tous les animaux qui vivent là-bas vivent en totale liberté. Et vivre en liberté, c'est quand tu vis en liberté, pas dans un parc. Ok, honnêtement, je renonce. Je renonce. Vu les parcs qu'il a l'habitude de fréquenter, je suis pas sûr qu'il sache de quoi tu parles. Ce système de production de nourriture, comme tous les autres exemples que j'aurais pu te montrer tout à l'heure, ont tous en commun d'avoir rétabli les liens rompus par l'agriculture moderne entre la plante et l'animal. Tous les écosystèmes reposent sur l'action de l'animal sur les plantes, et dès qu'on enlève l'un des 2 partenaires de ce couple qui engendre la vie, eh bien ça donne ça. On a déjà très largement parlé de ce sujet dans l'entretien avec le ministre, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui est chiante à regarder, je vous le concède, je vous mets un bref extrait pour faire une petite piqûre de rappel sur l'essentiel. Bon, c'est pas tout, il me reste de la cuisine à faire, donc on se retrouve à la fin de la vidéo, regardez-la en entier, parce que vous en apprenez des choses avec cet homme. Et je pense que c'est super important, sinon je serais pas là dans sa vidéo. Et surtout à la fin, j'aurai un petit message pour l'autre excité avec ses pieds palmés. Et donc, ferme Ta gueule, sale Vous avez la culture végétale, où là vous avez besoin de surface, c'est la culture de plaine. Vous avez l'élevage, vous avez moins besoin de surface, mais en même temps, si vous êtes en polyculture élevage, vous devez combiner aussi une exploitation dans laquelle vous allez pouvoir à la fois utiliser les aliments que vous produisez pour nourrir vos animaux, et puis d'autre part avoir les débouchés commerciaux nécessaires. Alors, on en a déjà parlé pendant des plombes dans l'entretien, qui est long, je sais, mais en résumé, on est actuellement dans un système dans lequel l'élevage d'animaux est séparé de la production de céréales, et ça oblige les exploitations agricoles à avoir des intrants, à savoir utiliser de l'engrais et des pesticides, et à labourer, et à faire toutes les merdes qui donnent le sol sur lequel je suis en train de marcher actuellement. Ce que veulent faire les véganes, ce n'est pas seulement de rester dans ce modèle productif qui dissocie l'élevage de la culture, mais c'est d'aller encore plus loin dans la division entre les plantes et les animaux en supprimant carrément l'élevage pour basculer vers un système de production entièrement linéaire. Dit autrement, ils veulent modeler des environnements productifs qui fonctionnent sans aucun animal. Pas de vaches pour donner le fumier, pas de poules pour manger les restes de leur repas, pas de chiens pour déterrer les champignons, aucun animal. En fait, ils veulent que tous les moyens non destructeurs pour l'environnement de produire de la nourriture disparaissent. Le véganisme prétend tuer le moins d'animaux possible. La solution qui tue le moins d'animaux possible, c'est celle-là.
Ça s'appelle l'agroécologie ou la permaculture, ou il y a toutes sortes d'autres noms. Mais il est toujours possible de produire sa nourriture comme cela. Par contre, cette manière de produire la nourriture n'est pas végane, donc les véganes ont trouvé une solution simple pour justifier de ne pas le faire. Ils prétendent que c'est impossible. Définition. Possible. Adjectif. Qui peut être réalisé, qu'on peut faire. Opposé à impossible. Comme par exemple produire sa nourriture véganement en tuant moins d'animaux que cet éleveur que vous êtes en train de voir là sur sa pirogue. Ou que cet éleveur-là. Ou que celui-là. Ou que les millions d'autres comme eux. Aucun végane ne tue moins d'animaux que ces gens. Et c'est possible de faire ce qu'ils font par définition puisqu'ils sont en train de le faire. Et ton exemple, encore une fois, il est complètement pété. Et si on allait vivre dans le coin le plus reculé de toute la Sibérie? L'essentiel des gens qui regardent YouTube n'est pas là-bas. C'est pas à eux qu'on s'adresse. Et moi, la majorité de mon audience, c'est eux. Je sais pas combien de gens exactement, mais ça fait plus de 50%, donc ce que tu dis est juste faux. Comme tes buffles, qui sont des ébus, ou comme la clôture de tes parcs, qui n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. Et puis, JM, ce qui a un côté surréaliste, c'est que tu es en train de dire ça à un mec qui vit dans la jungle, qui plante ses bananiers et qui récupère son eau de pluie dans des citernes pour avoir à boire. Parce que moi, j'ai des jaguars, des oslots, des pumas, des jaguars rondis, des tas de serpents venimeux, des araignées, qui peuvent rentrer dans ma maison et il se passe pas un jour sans que je sorte une putain d'araignée qui fait cette taille-là de ma maison. Ouais. Et tu viens toi-même de répondre à une personne qui vit dans une grange au milieu des bois et qui va pêcher ses poissons dans la rivière. Laquelle personne voulait faire une vidéo sur un gars qui élève ses cochons rustiques dans la forêt, mais finalement à la place, elle te met des images d'une autre personne qui élève ses poules. Et la morale de cette histoire, c'est que tu échanges par Internet avec nous précisément parce qu'on a tous Internet et on consomme tous les contenus des uns des autres. On consomme y compris le tien, puisqu'on est en train de te répondre. Il n'y a que toi qui vis dans ta petite bulle parisienne sans fenêtre sur le monde extérieur. On est en 2018 et on est tous connectés les uns avec les autres, même si on vit dans la jungle, dans la toundra ou dans la forêt. En fait, comme pour beaucoup de choses avec les véganes, le monde réel te donne tort. Contexte hors sujet. Aller vivre reclus de la société n'est pas du tout représentatif du monde dans lequel nous vivons en très grande partie. Et c'est quoi le nombre nécessaire pour qu'il soit considéré par le seigneur et maître JM Do comme représentatif? Parce que les systèmes qui entremêlent l'élevage et la polyculture, ça représente un gros quart de la population mondiale qui produit sa nourriture comme ça. Donc je pense qu'on est nombreux, infiniment plus nombreux que vous les véganes donc. Et du coup, je t'ai demandé de compter combien vous étiez pour te prouver que vous n'étiez pas représentatif. Alors tu as eu l'honnêteté de le faire et je te remercie. Face au quart de la population mondiale qui n'est pas représentative selon toi, je te laisse donner toi-même les chiffres du nombre de véganes. On arrive à 0,5%. Les véganes représenteraient 0,5% de la population mondiale. 0,5% dans le monde entier. Ok, vous êtes rien. 0,5% de la population mondiale, c'est rien. Donc si nous, qui constituons un quart de la population mondiale, on n'est pas représentatif selon toi, alors vous n'êtes rien. Vous n'avez absolument aucun impact selon ton propre aveu. Ce mec-là que tu critiques sauve plus d'animaux que 100 véganes. Celui-là que tu critiques aussi sauve également plus d'animaux que 100 véganes. Tous ces pas véganes sauvent des milliards d'animaux que les véganes massacrent. Et au sein de ceux qui se nourrissent de l'agriculture industrielle, il n'y a aucune raison de faire une distinction entre un pas végane et un végane. Ils tuent autant d'animaux l'un que l'autre. Tu n'es pas meilleur parce que tu es végane, par contre, tous ceux qui sont meilleurs que toi sont tous pas véganes. La combinaison entre l'élevage et la polyculture est le seul moyen qui existe à l'heure actuelle pour obtenir un système cyclique. Tous les autres systèmes existants, tous sans aucune exception, sont des systèmes linéaires. Alors je veux pas que ce soit compliqué et comme un exemple simple vaut mieux qu'un long discours, on va prendre un cas d'école avec un système que la plupart d'entre vous connaissent déjà, c'est la ferme de Damien. Alors je pense que vous connaissez tous sa ferme, mais pour ceux d'entre vous qui la découvrent, je vous résume le truc rapidement. Le système de Damien est simple. On a une prairie avec un potager verger, des mares qui créent des points d'eau, des petites buttes de culture, une serre, des poules, 2 chevaux et un âne. Et tout ça fonctionne presque sans intrants. Je pense que Damien se procure sa paille chez un paysan local, mais tout le reste fonctionne de manière entièrement cyclique et autonome. Il n'y a aucun tracteur, pas d'essence, aucun engrais, aucun pesticide sur cette ferme, aucun labour qui tue des vers de terre non plus. Son système ne détruit aucune forme de vie et au contraire, il en crée notamment grâce aux petites mares dont je vous ai parlé. Il y a toute une vie sauvage qui est générée par son système. Alors c'est quoi son système? Comment ça marche, vous allez me dire?
Eh bien, Damien recrée un système circulaire dans lequel tout fonctionne presque sans intrants et donc sans passer par des champs de cadavres. Mais comment il fait pour maintenir sa prairie sans tracteur, vous allez me dire? S'il coupe pas l'herbe, alors la succession écologique va faire évoluer cet écosystème vers une forêt. Et la prairie va disparaître, et donc toute la vie qui s'y trouve va disparaître aussi. Donc s'il n'a pas de tracteur, comment il fait, vous allez me dire? Eh bien, Damien pratique ce qu'on appelle la permaculture, qui est une technique de production agricole qui consiste à laisser agir les mécanismes naturels sans dépenser du temps ou de l'argent à lutter contre eux. Et le moyen le plus simple et le moins cher pour fabriquer une prairie et maintenir cet écosystème indispensable, c'est pas un tracteur ou de l'herbicide ou n'importe quel truc qui pollue et qui coûte de l'argent. Le moyen le plus simple de sauver une prairie, c'est de mettre un animal qui broute dedans. Un tracteur qui ne pollue pas, ça existe déjà, ça s'appelle un cheval. Les 2 chevaux et l'âne de Damien vont maintenir cette prairie pendant que son verger poussera tout autour, et dans quelques années, il aura plus de fruits qui poussent tout autour par centaines de kilos. Damien nourrit sa famille avec les œufs de ses poules et il récupère également les excréments de ses animaux pour remplacer les engrais dans son potager. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu du crottin que j'utilise au jardin, donc c'est parti pour cette vidéo. C'est un système cyclique car comme les animaux et les plantes vivent ensemble, tout forme une boucle. Les animaux nourrissent les plantes avec leurs excréments et en retour les plantes nourrissent les animaux qui mangent une herbe belle et pure. Si on enlève les poules, les chevaux et l'âne, alors ce système s'écroule. La prairie disparaîtra et Damien sera obligé de rajouter de l'engrais dans son potager qui ne sera plus fertilisé par les chevaux. Sans élevage, il est impossible de produire sa nourriture sans intrants et donc de façon cyclique. À ce jour, il n'existe sur Terre aucune ferme autonome végane. Il y a des tentatives et il y a des fermes qui s'en approchent. Je pense à une ferme en particulier qui en est assez proche et que vous m'aviez mentionné plusieurs fois dans les commentaires. Et puis il y a des véganes, comme l'effet chimpanzé, qui essaie de trouver des façons véganes de produire sa nourriture en tuant le moins d'animaux possible. Et son projet, en gros, c'est acheter une maison dans les Landes, une ferme, en fait, et en faire un lieu de vie vegan friendly, avec autonomie alimentaire et autonomie énergétique. Donc il y a des essais véganes, je ne vais pas dire le contraire, mais ils sont rares, ils sont extrêmement rares, et surtout, aucune de ces fermes n'y arrive à 100%. Et ce, même en faisant le maximum pour avoir l'agriculture la plus respectueuse possible. À partir du moment où ils sont véganes et qu'ils ne vont pas avoir d'animaux dans leur ferme, alors ils ne peuvent pas établir un système cyclique. Et il va toujours y avoir des intrants sous une forme ou sous une autre. L'intrant que j'ai trouvé systématiquement dans toutes les fermes véganes, c'est l'essence. J'ai pas trouvé de ferme végane qui fonctionnait sans essence. Mais ça peut aussi être la paille ou le fumier, voire même dans certains cas les engrais dits chimiques à base de phosphore. Now these are my deep beds which are filled with relatively fresh chicken manure. So we've been a little careful about what we've put in them and we're experimenting with using the clover as a cover crop. Sans animaux pour stabiliser les prairies ou fertiliser les sols, les véganes ne peuvent pas produire 100% de leur nourriture de façon autonome. Ils sont toujours obligés d'acheter une partie de leur nourriture et on a vu dans quel champ elle poussait cette nourriture végane. Or Damien, mis à part sur la paille où il n'est pas autonome pour le moment, il pourra l'être demain éventuellement, eh bien lui, il a déjà tout pour arriver à 100% d'autonomie. Il n'a pas un potentiel pour arriver à 60 ou 70%, il a un écosystème qui lui permet d'arriver à 100%. Parce que, mis à part la paille, il n'a absolument besoin d'aucun intrant. Et ça, c'est possible parce qu'il a 2 chevaux, un âne et des poules. Tous ces écosystèmes et toutes ces formes de production de la nourriture tuent moins d'animaux que la nourriture végane. L'imposture végane repose sur le mensonge qui consiste à dire que ce que vous voyez n'est pas possible. Ils prétendent qu'il n'existe aucun autre moyen de produire leur nourriture que le moyen végane. Ils disent que le seul choix possible, c'est entre les champs de cadavres véganes et les champs de cadavres pas véganes. C'est faux, il existe tout autour de la planète et un peu partout en France des centaines de manières de produire sa nourriture sans détruire son environnement. C'est juste qu'ils ne sont pas véganes. Et quand on en arrive à ce niveau de l'argumentaire, les véganes se trouvent bien embêtés parce qu'ils sont à court d'arguments en fait. On leur a prouvé que c'était possible et on leur a prouvé que c'était une alternative aux champs de cadavres véganes. Et donc ils se retrouvent un peu à court d'excuses pour justifier à continuer de massacrer des animaux pour bouffer leur soja et leur quinoa. Et donc à ce stade, en général, le vegan va faire intervenir la notion d'intention en disant que faire pousser sa nourriture sur un champ de cadavres n'est pas incompatible avec le véganisme, puisque le vegan qui mange son quinoa n'avait pas l'intention de tuer les milliers d'animaux qu'il a tués. Ou bien il va dire que ce sont des morts indirectes, ce qui revient au même.
Pour faire simple, l'idée que va avancer le vegan à ce moment de la discussion, c'est de dire que ces morts-là, tous les animaux sauvages, eh bien ils comptent pas. Les seuls animaux qui comptent, ce sont les animaux d'élevage. Alors l'argument de l'intention a été très bien débunké par une youtubeuse américaine qui s'appelle Unnatural Vegan, et je vous mets un lien en description vers sa vidéo, c'est en anglais, désolé, mais c'est très intéressant ce qu'elle raconte. En résumé, elle explique que l'intention est relative au produit final et non à son mode d'obtention. Par exemple, un pas vegan qui boit du lait n'a pas l'intention de tuer une vache, et un vegan qui mange du pain n'a pas l'intention de tuer des oiseaux. Et pourtant, boire du lait tue des vaches, et manger du pain tue des oiseaux. Is intent really morally important when the outcome is the same? Let's say that you buy milk with the intent that the cows live happy lives, right? That you're only taking the extra milk, right, and leaving some for the calves, and that the calf isn't taken from the mother and killed. That's nice, and honestly, I believe that that's what most people want. And I mean, a lot of people think that's what they're getting when they buy animal products. They think that they are buying humane dairy and humane milk, even though the reality is that the vast majority of animal products are produced in really, really cruel situations. Again, it's nice, but if the reality is completely different, your milk is coming from extremely cruel situations, just incredible amounts of suffering, how much does your intent really matter? Donc non, l'intention de la mort n'est pas différente pour un vegan et pour un pas vegan, les deux veulent un produit, et le fait de savoir s'il a causé des morts n'entre pas en considération. Il n'y a aucune différence entre un vegan et un pas vegan sur l'intention. Le côté direct ou indirect de la mort, alors là c'est du foutage de gueule, parce que les morts des champs de cadavres vegan sont des morts directes, pas des morts indirectes. Si on met des pesticides dans un champ vegan, alors le but premier et direct des pesticides, c'est de tuer des animaux. On peut pas faire plus direct, et encore une fois, c'est le but. Tuer des animaux. Donc quand les gars ils expliquent que ces morts-là ne comptent pas parce qu'elles sont indirectes, quand ils disent qu'un poison mortel répandu dans le but unique de tuer cause une mort indirecte, je pense qu'on est sorti du cadre d'un débat argumenté dont le but serait de convaincre les gens par la logique et la raison. Je ne sais pas précisément combien d'animaux meurent indirectement. Si un type dit que les pesticides ne causent pas des morts directes, alors il ment. Enfin, dernier argument avancé par les végans, c'est celui-là. À côté de ça, je suis tout à fait consciente que je tue très certainement des insectes en mangeant des aliments sur lesquels il y a des pesticides. Sauf que j'en tue toujours moins en fait que des gens qui consomment des produits d'origine animale, parce qu'en fait les animaux que tu manges, eux-mêmes ont consommé beaucoup plus de quantité de végétaux, donc qui ont nécessité des pesticides et qui ont tué des insectes, que tu ne pourras jamais en manger directement. Donc là, elle nous refait la même chose que JM2, à savoir qu'elle présente les choses comme si on avait le choix uniquement entre deux modèles. Le champ de cadavres pas vegan qui sépare les animaux et les plantes, et puis de l'autre côté, le champ de cadavres vegan qui sépare aussi les animaux et les plantes, mais en supprimant carrément les animaux de l'écosystème productif. Et effectivement, si c'était le cas, alors on aurait le choix qu'entre deux modèles qui ont tous les deux recours aux pesticides. Sauf que, comme on l'a vu dans cette vidéo, il existe un troisième modèle qui est meilleur et plus productif que les deux précédents, et qui, lui, se passe complètement de pesticides. Donc cette jeune fille veut nous faire croire qu'on a le choix entre des pesticides véganes et des pesticides pas véganes, alors qu'en réalité, le choix, il est entre des pesticides ou pas de pesticides. Les pesticides, ils peuvent être soit véganes, soit pas véganes. Par contre, se passer des pesticides, se passer d'engrais, se passer de labour, bref, faire tout le contraire des champs de cadavres, eh bien ça, les seules recettes qui existent sont pas véganes. Et c'est pour ça que les véganes n'en parlent pas et veulent vous le cacher. Cette jeune fille nous dit que si on devenait végane, alors on diminuerait la surface nécessaire des champs dans lesquels on utilise des intrants. Bah oui, c'est vrai, mais pourquoi se contenter de les diminuer alors qu'on peut les supprimer en rétablissant le lien entre l'élevage et la polyculture, comme le font tous les paysans qu'on a vus dans cette vidéo, et qui sont actuellement un peu plus de 430 millions à la surface de la planète. Les véganes veulent diminuer les dégâts, moi je veux les supprimer. Et les moyens d'y parvenir ne sont pas véganes. Elle est là, l'imposture végane. Ils sont face à une réalité qui va à l'encontre de leur idéologie. Tuer le moins d'animaux possible, c'est se nourrir avec une alimentation qui repose sur une combinaison entre l'élevage et la polyculture. Or, eux ne sont pas pour tuer le moins d'animaux possible, ils sont pour mettre fin à l'élevage. Même si ça tue plus d'animaux, ils s'en foutent. Ça fait 9 mois que je discute avec eux et pas un seul, je vous dis bien, pas un seul en 9 mois n'a été capable de me donner ne serait-ce qu'une estimation du nombre d'animaux qu'ils tuent chaque jour pour se nourrir. Parce qu'ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent complètement du nombre d'animaux qu'ils tuent. La seule chose qui compte pour eux, c'est le nombre d'animaux que vous tuez si vous n'êtes pas vegan. C'est pas leurs cadavres d'animaux à eux qui les intéressent, c'est les vôtres, et uniquement les vôtres.
Je ne sais pas précisément combien d'animaux meurent indirectement par le fait que je sois vegan, antispéciste et animaliste. Alors on a parlé des milliards d'animaux qui meurent dans les champs véganes. Si on parle chiffres, c'est peut-être aussi intéressant de compter combien chaque vegan sauve d'animaux. Ce chiffre-là, contrairement à l'autre qui est impossible à mesurer tellement il est élevé, eh bien lui, on peut le mesurer. Un peu de mathématiques donc. En France, on tue environ 1 milliard d'animaux par an pour 66 millions d'habitants. Petite division toute simple, donc, un vegan sauve en moyenne 16 animaux par an. 16 animaux par an. Et attention, ils en sauvent 16 et pas un seul de plus. Les mecs tuent des millions d'animaux, tranquillement, ça ne les empêche pas de dormir. Par contre, ils en sauvent 16 par an, et visiblement, ça les laisse penser qu'ils peuvent dire aux gens qui, eux, sauvent des millions d'animaux, que non, c'est mal, ils doivent arrêter et devenir véganes. Tuer des millions d'animaux pour en sauver 16. Non seulement le véganisme n'est pas une solution à l'hécatombe en cours, mais le modèle agricole de séparation entre animaux et plantes qu'il propose d'aggraver est la cause du problème. Et eux, leur objectif, c'est pas de stopper cette hécatombe, c'est d'aller encore plus loin en supprimant les derniers modèles productifs existants dans lesquels le cordon ombilical entre les plantes et les animaux n'a pas été rompu. 3 mois, avoir des œufs frais tous les matins, c'est juste un bonheur absolu. Dès le premier œuf qu'on casse dans la poêle, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de totalement différent avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Sûrement l'alimentation qui y joue, le bien-être, je ne sais pas. C'est un jaune d'œuf très coloré, très puissant, très goûteux. On est là certain de manger quelque chose de bon, de sain pour la santé et procurer ça à sa famille, à soi-même. C'est juste quelque chose de formidable. En conclusion, je vais évoquer 5 points qui ne sont pas des arguments. Attention, ce que je dis, ça n'a pas la prétention d'être des arguments, c'est juste des observations. La première, c'est cette expression de J.M. Doe pour qualifier tous ces millions d'animaux qui meurent à cause des systèmes productifs dans lesquels on sépare les plantes et les animaux. J.M. Doe dit que c'est un mal nécessaire. Alors oui, c'est un mal nécessaire si on veut être vegan. Par contre, si on choisit de ne plus séparer les plantes et les animaux, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est la raison pour laquelle cette expression « mal nécessaire » me met dans une colère sans nom. Tuer inutilement des animaux, ce n'est pas un mal nécessaire. Et utiliser une expression aussi abjecte, c'est profondément immoral. Ma seconde observation est relative au fait qu'il n'existe sur Terre aucune ferme autonome végane. Il existe des fermes véganes qui sont extrêmement respectueuses de l'environnement et qui tuent beaucoup moins d'animaux que les monocultures industrielles. Mais dans la mesure où ce ne sont pas des fermes autonomes, eh bien les aliments qu'ils achètent sont issus d'un massacre qui n'est pas un mal nécessaire. Parce que l'essence qu'ils utilisent dans leurs engins motorisés pourrait être remplacée par de la traction animale. Les amendements qu'ils utilisent dans leur culture pourraient être remplacés par du fumier. Et pour finir, comme l'a très bien montré Damien, le meilleur moyen de maintenir une prairie, c'est de mettre dedans un cheval, un âne ou une vache ou une chèvre ou un mouton. Ça fait une dizaine d'années que je visite des fermes un peu partout sur la planète. Alors, des fermes autonomes, je vais être honnête, en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a d'autres pays dans lesquels c'est plus répandu. Et le point commun à toutes ces fermes autonomes, toutes sans aucune exception, c'est d'avoir renoué le cordon ombilical entre les plantes et les animaux. Troisième observation, c'est que les 30 millions de véganes qui vivent à la surface de cette planète tuent plus d'animaux que les 2 milliards de pas véganes qui se nourrissent sur la base d'une alimentation qui repose sur de la polyculture élevage. 30 millions de véganes tuent plus d'animaux que 2 milliards de pas véganes. Mes 2 dernières observations sont relatives aux surfaces agricoles et aux ressources nécessaires pour produire la nourriture. Ça fait que 2 ou 3 mois que j'ai commencé ma série de vidéos sur l'avenir de l'agriculture et comme vous l'avez remarqué, je prends à chaque fois beaucoup de temps pour produire mes vidéos. Donc là, ça va mettre à peu près 1 an avant que la série finisse de sortir. Alors pour le moment, la seule vidéo que vous avez vue, c'est mon interview du ministre de l'Agriculture. Et puis l'autre petite vidéo dans laquelle je commente l'interview du ministre. Et c'est vrai que pour le moment, j'ai pas rencontré autant de gens que j'ai rencontré de véganes pour parler du véganisme. Au jour d'aujourd'hui, j'ai discuté avec seulement une petite dizaine d'agronomes et grosso modo une quinzaine de chercheurs. Donc j'ai pas encore un échantillon très très large d'opinions différentes pour me faire un avis. Mais il y a quand même 2 points qui reviennent de façon unanime chez à peu près toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté. C'est qu'on a des soucis de surface et on a des soucis de ressources. Il y a un point sur lequel tous les agronomes avec lesquels j'ai discuté, je dis bien tous sans exception, et tous les chercheurs avec lesquels j'ai discuté sont d'accord,
c'est qu'on n'a pas la place de continuer à produire notre nourriture comme ça en séparant les plantes et les animaux. Les rendements à l'hectare sont beaucoup trop bas. Sur une ferme en permaculture, un permaculteur, il va produire sur un hectare à peu près 2 à 3 fois plus que ce que produirait un agriculteur, entre guillemets, classique, qui pratique l'agriculture industrielle. Et plus la fertilité des sols va diminuer, plus on aura besoin de surface pour produire. Or, avec 8, 9, voire 10 milliards d'habitants, c'est juste plus possible. On n'a pas la place de continuer à vivre comme ça. Ce que ça veut dire pouvoir faire une agriculture durable, c'est reconnaître que la propagande des multinationales, et de la propagande, ce n'est pas de la science, il va falloir remettre de la science dans l'agriculture. Or, l'agriculture n'a plus de science depuis 50 ans, elle n'a que de la technique, elle n'a que des produits chimiques, elle n'a que des grosses machines, c'est-à-dire qu'elle fait tourner le business agro-industriel. Mais cette agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes, elle est là pour enrichir l'agro-industrie. Or, le problème qu'on a maintenant avec 7 milliards d'individus, c'est qu'il va bien falloir se décider à nourrir les hommes. Et nous avons maintenant 1 milliard d'hommes qui souffrent de la famine. Donc la révolution verte, c'est un échec total. Le problème, c'est que cette société qui est obsédée par le profit ne veut pas reconnaître ses torts. Elle ne veut pas reconnaître que la révolution verte est responsable de la famine d'1 milliard de personnes, c'est-à-dire autant d'habitants qu'il y avait en 1800 sur cette planète. On est 7,3 milliards d'habitants, un peu plus d'ailleurs aujourd'hui. On sera sans doute 9,5 milliards d'habitants en 2050. Il faut qu'on se prépare à un accroissement de la demande en alimentation, ne serait-ce que du fait de l'accroissement démographique, de l'ordre de 40%, quoi, d'ici en moins de 35 ans. Une chose que j'ai entendu tous les agronomes me répéter, c'est qu'il y a une partie des gens qui actuellement vivent en ville qui vont devoir déménager pour aller vivre à la campagne. Nos sols n'ont plus la capacité productive de continuer à alimenter des villes immenses comme on le fait actuellement. Petit calcul, si on n'a plus la disponibilité en énergie fossile, donc en énergie bon marché abondante, alors il faudra de la main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Une boutade, ça résout le problème du chômage. Ça, c'est clair. On aura besoin de millions d'agriculteurs. J'avais fait un petit calcul. En Europe, on pourrait, d'ici 15 ans, voir apparaître, ou avoir besoin d'eux, environ 120 millions d'agriculteurs ou de paysans, de néo-ruraux, de nimaculteurs. 120 millions, c'est 2 fois la France pour l'Europe. Enfin, le dernier point qui est encore plus difficile à entendre, mais qui est un fait, que personne ne conteste, c'est qu'on n'a plus les ressources pour continuer à produire comme ça. On a remplacé le fumier des vaches par des engrais à base de phosphore, sauf que le phosphore, il y a une limite, il n'y a pas des quantités infinies de phosphore sur Terre. Or, on arrive au bout de nos ressources de phosphore. Mais il y a aussi le pic du phosphore. Les dernières études montrent que le pic passerait vers 2030. Ça veut dire que c'est la fin des engrais minéraux, soit un des grands piliers de l'agriculture industrielle. De même, on a remplacé la traction animale par de l'essence, mais on arrive au bout de nos ressources d'essence. On ne va plus avoir assez d'essence pour continuer à se passer de la traction animale. Et je ne parle même pas de la consommation de pétrole, qui, selon British Petroleum, nous permettrait de tenir jusqu'en 2050, alors que, selon le Conseil mondial de l'énergie, ce serait pour 56 ans de réserve. En effet, difficile d'être précis lorsqu'il s'agit de prévisions. Donc le pic, c'est vraiment... Il y a un auteur, Richard Enberg, qui parle du peak everything. On va passer dans les années qui viennent tous les pics. Alors, cette équation est simple. On vient de voir que nos systèmes alimentaires industriels dépendent entièrement du pétrole et qu'il y aura bientôt plus de pétrole. Bon marché, mais plus de pétrole tout court. Ça veut dire quoi? J'ai mis des mois avant d'accepter ça. C'est très facile comme équation, mais c'est dur à accepter. Ça plus ça égale. C'est la fin de nos systèmes alimentaires industriels. C'est la fin. Alors, on sort un petit peu du cadre du véganisme, mais tant mieux, ça nous permet d'élargir le sujet. Demain, nos villes seront moins peuplées parce qu'il y a une partie des populations urbaines qui auront été obligées de retourner à la campagne pour produire de la nourriture. On sera obligé d'arrêter la monoculture. On sera obligé de trouver des alternatives au pétrole. Les alternatives au pétrole, on les connaît, ça s'appelle le cheval, le bœuf, les vaches. Retour de la traction animale. On sera obligé d'arrêter d'utiliser des engrais chimiques parce que de toute façon, on n'aura plus de phosphore. Et là encore, les alternatives aux engrais chimiques, on les connaît. Et dans le bassin parisien, comme il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de fumier. Comme il n'y a plus de fumée, il n'y a plus l'urine. Comme il n'y a plus l'urine, on achète de l'urée. Et l'urée, on le fabrique avec un gaz naturel russe. C'est pas circuit court.
Il y a un profond désaccord entre toutes les personnes avec lesquelles j'ai discuté sur les dates. Il y en a qui disent qu'on a encore une trentaine d'années devant nous et il y en a d'autres qui disent qu'on a encore 4 à 5 ans devant nous. Donc l'écart est énorme entre les deux. Les gens ne sont pas d'accord sur les dates. Par contre, tout le monde, absolument tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas continuer. On a séparé la culture des plantes de l'élevage et on a remplacé la polyculture par de la monoculture. Qu'on le veuille ou non, on va être obligé de revenir à de la polyculture et on va être obligé de combiner cette polyculture à de l'élevage. Alors encore une fois, il n'y a pas consensus sur les dates, mais pour prendre la fourchette la plus large, d'ici 30 ans, il n'y aura plus aucun vegan sur Terre parce qu'il n'y aura plus aucun moyen de produire de la nourriture sans utiliser les animaux. Par contre, plus on mettra de temps à le faire et plus l'extinction de masse qui est causée par le fait qu'on ne le fait pas aura pris des proportions irréversibles. Et j'insiste sur ce mot, irréversible. Les dégâts qui sont actuellement causés ne pourront jamais être réparés. Les espèces animales qui sont en train de disparaître ne pourront jamais revenir. Et c'est bien parce que les véganes, au cours de débats d'idées, se retrouvent facilement le nez dans leur caca. Pourquoi moi j'aurais pas le droit de manger mes excréments après tout ? Dernière substance riche en B12 de leur organisme, qu'ils se montrent facilement violents. Qu'est-ce qui m'empêche de rechercher ton adresse et d'avoir pour intention de te recoiffer à coups de pelle? Insolent. Coupe ta fucking connexion internet et jette ta box par la fenêtre. Ma ferme autonome, ma ferme bien ta gueule. Vulgaire. Tu tiens des propos stupides, profondément stupides. Ton attitude est pitoyable. Si tu as l'impression de changer le monde en restant chez toi à faire des vidéos YouTube, c'est pas assez pour faire la morale, mais apparemment suffisant pour faire des appels aux dons et rester glandé chez toi. Tu peux participer à la production de mes vidéos grâce à la plateforme Tipeee en cliquant sur le lien juste. Comme dans tes 3 heures de monologue, il semble que tu avais un certain plaisir à me regarder. On va peut-être commencer par enclencher sa matière grise avant de faire fonctionner sa caméra. Je te propose de pouvoir le faire en face, une deuxième fois, mais de manière plus courtoise, car je pense t'avoir communiqué par message que mes menaces n'étaient qu'une mise en scène humoristique, second degré. Comme l'ouverture d'une chasse à l'homme, tout ça va beaucoup trop loin. C'est bien sympa de vouloir me faire passer pour un méchant, mais dans ces cas-là, faut présenter tous les éléments. Comme l'a dit ma ferme autonome, il ne va sûrement plus parler des véganes. Me laisse pas seul, s'il te plaît. Mais si ça vous intéresse d'approfondir le sujet et surtout d'en rigoler un peu, n'hésitez pas à rejoindre aussi ma chaîne YouTube. Je vais sortir une vidéo très bientôt. On a un message à faire passer à tous les véganes. On va remettre une dernière couche sur ces pieds palmés là. Du Nutella 100% vegan à l'huile de palme. Tu aimes ça, hein, petit coquin? L'huile de palme dite durable. L'huile de palme est l'huile végétale qui, aujourd'hui, posséderait le meilleur rendement vis-à-vis de l'exploitation des sols comparativement aux autres. Et là, on sera vraiment sur du niveau professionnel. En tout cas, n'oubliez jamais, mangez ce que vous voulez. Na zdrowia! C'est bien agréable, JM, que tu aies accepté la proposition de débattre pas vegan. J'attends avec impatience de vous voir discuter face à face. Tout ça est parti du point culture qui était un faux débat entre un vegan et un pas vegan. Parce qu'en fait, quand il a mis en ligne son point culture, Link, il était déjà vegan. Hein, donc, il n'y a jamais réellement eu de débat entre un vegan et un pas vegan dans cette histoire. Et donc, ce serait bien que ça se termine par un vrai débat entre un vegan et un pas vegan, pour que vous puissiez échanger vos arguments. Les idées violentes, les idées physiques, ont pour origine le spécisme, le carnisme, l'exploitation animale. À ce jour, j'ai participé à une action de désobéissance civile, dans un abattoir. Oui, mais ce qu'on peut avancer sans trop se mouiller, c'est que ce qui est bien avec la merde que t'as dans les yeux, c'est qu'elle laisse entrevoir celle que t'as dans le crâne. De bousiller ou de vandaliser des endroits, des boutiques, etc. Moi, je suis entièrement pour. Les véganes extrémistes vont venir casser ta vie. Les véganes ont besoin de casser des vitrines, d'incendier des abattoirs, de censurer les idées qui les gênent ou de menacer leurs opposants parce qu'ils ne sont pas capables de les convaincre de changer d'avis. Ce rapport à la force physique dans votre mouvement, eh bien en réalité c'est l'aveu de votre faiblesse. Vous utilisez vos points parce que vos arguments sont faux. Par ailleurs, JM, tes 3 heures de ad hominem, ça ne constitue pas un argumentaire. Et tu utilises ça comme un procédé rhétorique assumé. Tu fais du ad hominem dans chaque situation où tes arguments sont bancaux. Et c'est devenu la marque de fabrique de tes véganements depuis celui sur Raphaël Enthoven. Tu attaques le messager à chaque fois que tu n'arrives pas à invalider le message et tu n'as aucune limite morale en dessous de laquelle tu t'interdis de descendre. Je l'aurais taclé à la gorge et je lui aurais pété les 2 genoux. Sérieusement, t'es qui pour parler d'honnêteté alors que t'es même pas capable de l'appliquer? Et enfin, je suis pas certain que tu sois bien placé pour parler de malhonnêteté alors que t'es quand même sorti avec la meuf de ton père. Pardon Rafi, je suis allé beaucoup trop loin, mes mots ont dépassé mes pensées, je retire ce que je viens de dire. Dégueulasse. Tu en parleras dans ton véganement 9 de ça,
après avoir fait des véganements sur un peu tout ce qui n'était pas assez vegan pour toi sur YouTube, tu vas faire un véganement sur toi-même pour faire ton autocritique à la mode marxiste des années 1970. Bon, t'es un publicitaire parisien et donc tu maîtrises la communication, tu sais vendre et tu sais te vendre. Et faire un véganement autocritique sur toi-même, tu as pensé que c'était un bon moyen de te montrer humble et de montrer que tu ne prétends pas être parfait. De montrer que tu fais des erreurs, que tu es humain en somme. Un pur et froid calcul publicitaire de ta part. Parce qu'en fait, au départ, je travaillais dans la communication, dans la publicité, et mon boulot, c'était ni plus ni moins, j'ai pas de terme, d'arnaquer les gens. Parce que mon boulot, au départ, je me dirigeais vers la conception-rédaction dans la pub et tout, etc. Et je me disais, mon but, c'est d'arnaquer les gens. Après, pour sortir du cas particulier de ce publicitaire parisien et pour conclure sur ce que je pense du véganisme en général après 9 mois à lire leurs bouquins et à échanger avec des véganes sur les réseaux sociaux ou dans le monde réel, eh bien c'est assez simple. Le véganisme est une imposture parce que c'est une idéologie qui prétend tuer le moins d'animaux possible. Or, tuer le moins d'animaux possible, c'est se nourrir d'une agriculture qui a renoué le cordon ombilical entre les animaux et les plantes. Et donc tuer le moins d'animaux possible, c'est être pas végane.